Abigail Smith avait toujours mené une vie simple, satisfaite de son emploi stable et de son petit ami, Norman Kings. Mais parfois, la vie ne suit pas le chemin que nous attendons. Lorsque Norman rejette durement sa demande en mariage sincère, le monde d'Abigail bascule d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le moment semblait parfait. Son cœur battait la chamade, ses paumes étaient moites, mais elle se répétait que cela en vaudrait la peine. Norman était assis en face d'elle, ignorant complètement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle pouvait à peine contenir son excitation. La petite boîte en velours dans sa poche pressée contre sa jambe, un rappel du billet de loterie à l'intérieur. Un billet qu'elle avait gagné il y a 2 jours avec une somme si importante qu'elle semblait irréelle. Ce soir, elle allait partager son avenir avec lui. Norman, dit-elle en s'éclaircissant la gorge. Son petit ami depuis 2 ans leva les yeux de son téléphone, les paupières mi-closes avec la même expression désintéressée qu'il arborait toujours quand elle parlait. Marmonna-t-il en buvant une gorgée de sa bière. Elle se força à sourire. Je voulais te demander quelque chose d'important. Norman fronça légèrement les sourcils, la regardant enfin. Qu'est-ce qui se passe? Abigail plongea la main dans sa poche, ses doigts tremblants alors qu'il se refermait sur la petite boîte. D'une voix chevrotante, elle la sortit et la posa sur la table entre eux. Sa voix vacilla. Norman, veux-tu m'épouser? Ça y est, elle l'avait dit. Les mots flottaient dans l'air, lourds d'attente. Son cœur s'emballa tandis qu'elle attendait sa réaction. Elle pensait qu'il sourirait, peut-être qu'il pleurerait, ou du moins qu'il aurait l'air surpris. Mais son expression n'était rien de tout cela. C'était du pur dédain. Il fixa la boîte, puis elle, comme si elle lui avait offert quelque chose de répugnant. Tu es sérieuse? Sa voix était plate, avec une pointe d'amusement. Le pouls d'Abigail s'accéléra. Ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait imaginé. Oui, je suis sérieuse. Je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Norman se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Il était froid et moqueur. Tu pensais vraiment que j'allais dire oui? Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Elle cligna des yeux, luttant pour comprendre. Il ricana, secouant la tête. Allons, Abigail, regarde-toi. Pourquoi voudrais-je t'épouser? Tu es tellement naïve. Tu penses vraiment que je m'engagerais avec quelqu'un comme toi? Son estomac se noua douloureusement, et la bile lui monta à la gorge. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Norman, Mon Dieu, tu es tellement désespéré, l'interrompit-il en se penchant en avant, sa voix dégoulinant de venin. Tu es une blague, Abigail. Toujours à essayer si fort de me plaire, courant partout comme un petit chiot, espérant que je te jette un os. C'est embarrassant. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle lutta pour les retenir. Pourquoi dis-tu ça? Norman renifla. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Je ne vais pas t'épouser, Abigail. Tu n'es qu'un désordre collant et peu sûr de toi, et honnêtement, tu n'es même pas si sexy. Je suis resté parce que c'est facile. Tu ne demandes pas grand-chose, et tu es toujours là quand j'ai besoin de quelque chose. Mais t'épouser? Aucune chance. La pièce semblait tourner autour d'elle. Ces mots étaient comme des éclats de verre, chacun coupant plus profondément que le précédent. Norman, Il la coupa avec un ricanement. Quoi, tu penses qu'une bague et un dîner romantique vont me faire changer d'avis? Tu ne comprends pas. Tu n'es rien, Abigail. Je suis hors de ta portée. Elle ouvrit la bouche pour lui parler du billet, mais les mots ne venaient pas soudain, le gain à la loterie semblait insignifiant. Il ne le méritait pas. Il ne méritait rien de tout cela. Norman se leva brusquement, renversant sa chaise qui racla bruyamment le sol. Tout le restaurant se tourna pour les regarder. Ses yeux brillèrent de colère. Ses lèvres se retroussèrent de dégoût alors qu'il attrapait son manteau. C'était une perte de temps, marmonna-t-il avant de tourner les talons et de sortir en trombe sans un regard en arrière. Abigail resta figée sur son siège, la petite boîte avec le billet de loterie toujours devant elle. L'air était lourd des regards des autres convives, leur chuchotement bruyant dans le silence pesant qui suivit sa sortie. Son visage brûlait d'humiliation,
et sa poitrine lui faisait mal d'une douleur si profonde qu'elle crut qu'elle allait se briser sur place. Elle devait partir. Elle devait sortir de là. Attrapant la boîte, Abigail la fourra dans son sac à main et se leva en chancelant. Ses jambes semblaient tremblantes, et le poids de chaque regard dans la pièce pesait sur elle comme une couverture suffocante. Elle pouvait entendre les murmures, le jugement. Ils avaient tous vu. Ils savaient tous. Elle se précipita vers la porte, bousculant le comptoir de l'hôtesse sans un mot, sa vision brouillée par des larmes non versées. Au moment où elle sortit, la pluie froide la frappa comme une gifle. Elle s'en fichait. Elle voulait juste s'éloigner le plus possible de ce restaurant, de l'humiliation et de Norman. Mais ses pieds glissèrent sur le trottoir mouillé. Elle tomba lourdement, son genou heurtant le sol, envoyant une secousse de douleur dans sa jambe. Ses mains heurtèrent le béton, s'écorchant contre la surface rugueuse, et elle haleta alors que la pluie tombait à verse, la trempant jusqu'aux os. Pendant un moment, elle resta assise là, affalée sur le trottoir, trop dévastée pour bouger. Puis elle sentit des mains fortes s'enrouler autour de ses bras, la relevant. Son cœur s'emballa alors qu'elle levait les yeux, s'attendant à une autre humiliation. Au lieu de cela, elle rencontra les yeux profonds et inquiets d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand, large d'épaules, et incroyablement beau, avec des cheveux bruns trempés par la pluie plaqués contre son front. Sa mâchoire carrée était adoucie par la pluie, mais ses yeux étaient brillants et perçants, presque trop beaux pour être réels. « Ça va ?» Sa voix était riche, stable, et portait une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis ce qui semblait être une éternité. « Je vais bien », balbutia Abigail, bien qu'elle soit loin d'aller bien. Sa poitrine lui faisait toujours mal, et elle sentait les larmes menacées de couler. L'homme ne relâcha pas ses bras. Au lieu de cela, il pencha la tête, l'étudiant avec une pointe de curiosité. « Vous n'allez pas bien » dit-il doucement, mais ses mots transpercèrent la fragile muraille qu'elle essayait de construire autour d'elle. Un sanglot s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et elle se couvrit rapidement la bouche, mortifiée. À sa surprise, il sourit, un sourire lent et facile qui semblait déplacé sous la pluie chaotique. « Ne pleurez pas » dit-il doucement. « J'ai une solution pour vous. » Abigail cligna des yeux en le regardant, complètement confuse. « Que voulez-vous dire ?» La pluie tomba plus fort, les trempant tous les deux, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il se pencha légèrement, sa voix basse mais ferme. « Je vais vous épouser. » Son souffle se coupa. « Quoi ? » « Je vais vous épouser. J'ai besoin d'une femme, et vous voulez un mari. » « C'est parfait, » répéta-t-il, ses yeux ne la quittant jamais. Abigail le fixa, trop choquée pour répondre. Cet homme était-il fou ? Qui propose le mariage à une inconnue au milieu de la rue, sous une pluie battante ? Il dut sentir son hésitation, car il eut un léger rire, le son profond et apaisant, malgré l'absurdité de la situation. « Je suis sérieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans, mais il est clair que vous n'avez rien à perdre. Moi non plus. » Le cœur d'Abigail était encore sous le choc de la cruauté de Norman, et maintenant cet étranger se tenait devant elle, lui offrant quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Une issue. « Pourquoi » réussit-elle à demander, sa voix tremblante. « Pourquoi avez-vous besoin d'une femme maintenant ?» Il haussa les épaules, la pluie dégoulinant de son manteau. « Pour des raisons professionnelles. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais, mais croyez-moi, c'est mutuellement bénéfique. » « Qu'en dites-vous » Abigail ouvrit la bouche pour protester, pour dire quelque chose de rationnel. Mais ensuite, elle pensa à Norman, au chagrin d'amour et à l'humiliation qu'elle venait de subir. Que avait-elle à perdre ? La boîte avec le billet de loterie brûlait un trou dans son sac à main, un rappel de ce qu'elle avait prévu ce soir-là. Norman ne le méritait pas, mais peut-être. D'accord, murmura-t-elle, à peine capable de croire que le mot avait quitté ses lèvres. L'homme sourit à nouveau, sa prise sur ses bras se resserrant légèrement alors qu'il hochait la tête. Bien, sortons de la pluie alors, et occupons-nous du reste. Au fait, je suis Liam Kennedy. Abigail Smith, répondit-elle, et c'est ainsi que son monde bascula. Le palais de justice était calme, le bourdonnement des néons au-dessus de leur tête, alors que Liam et Abigail se tenaient devant le greffier. Elle enregistra à peine les mots qui étaient prononcés, tout autour d'elle ressemblant à un rêve surréaliste. Moins d'une heure s'était écoulée depuis qu'elle avait accepté de l'épouser, et maintenant ils étaient là, sur le point de rendre cela officiel.
Son cœur battait la chamade, son esprit tourbillonnant de questions qu'elle n'avait pas le courage de poser. Liam était calme, posé, se tenant à côté d'Abigail comme s'ils avaient planifié cela pendant des mois, pas des minutes. Sa main effleura la sienne, chaude et stable, la ramenant à la réalité alors qu'elle avait l'impression qu'elle pourrait flotter loin sous le poids de tout cela. Avant que la cérémonie ne commence, Liam se tourna vers elle, son expression soudainement sérieuse. « J'ai 2 demandes, dit-il. Premièrement, garde notre mariage secret pendant un petit moment. J'ai mes raisons, et je te promets que tu comprendras bien assez tôt. Et deuxièmement, ne fais rien pour me mettre dans l'embarras après notre mariage. Je sais que cela semble dur, mais j'ai une réputation à protéger. » Abigail cligna des yeux, l'étrangeté de sa demande la prenant au dépourvu. Mais que pouvait-elle dire? Elle était déjà trop engagée. « D'accord, dit-elle doucement. J'accepte. » Liam sourit, ses yeux s'adoucissant alors qu'il hochait la tête. Il jeta un coup d'œil à son sac à main. « Bien. Maintenant, veux-tu me donner la boîte? » Son cœur manqua un battement. La boîte. Elle l'avait presque oubliée dans le tourbillon d'émotions. Elle hésita, ses doigts se crispant sur la sangle de son sac à main, l'incertitude s'insinuant. Mais c'était Liam, son futur mari. Elle n'avait rien à lui cacher. Lentement, elle sortit la boîte de son sac à main et la lui tendit. Il l'ouvrit, et ses yeux s'écarquillèrent quand il vit le bout de papier plié à l'intérieur. Il le sortit, et elle le regarda tandis que la reconnaissance se lisait sur son visage, ses lèvres se courbant en un sourire. Le billet de loterie. C'est celui dont tout le monde parle. Abigail hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. C'était censé être mon cadeau de fiançailles pour toi. Maintenant, il est à toi. Le regard de Liam s'adoucit, et à sa surprise, il lui rendit le billet. Garde-le, dit-il simplement. Elle fronça les sourcils, confuse. Mais pourquoi? Je voulais que tu l'aies. Toutes tes questions trouveront réponse plus tard, l'interrompit-il, son ton doux mais ferme. Pour l'instant, garde-le. Fais-moi confiance. Lui faire confiance. Les mots résonnaient dans sa tête. Il serait bientôt son mari. La confiance faisait partie du marché, n'est-ce pas? La cérémonie fut rapidement terminée, un enchaînement confus de vœux et de signatures, et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils étaient mariés. Je suis désolé de ne pas avoir de bague pour toi, dit Liam. Je te promets que je t'en trouverai une vraie bientôt. Il retira la chevalière qu'il portait à son auriculaire et la glissa à son doigt, où elle s'ajusta parfaitement. Abigail la fixa un instant, la réalité de ce qu'il faisait s'ancrant en elle. Cela se produisait. Cet homme qu'elle venait de rencontrer était maintenant son mari. Liam glissa sa main dans la sienne, sa prise chaude et rassurante. Et pendant un très bref instant, elle eut l'impression que ce n'était peut-être pas une erreur. Ils sortirent du palais de justice et se retrouvèrent dans les rues détrempées par la pluie. Maintenant, je veux que tu emménages chez moi, dit Liam. Ses sourcils se haussèrent. Chez toi. Il sourit, bien que cela n'atteigne pas tout à fait ses yeux. Oui, malheureusement, je ne serai pas là pendant un moment. J'ai des affaires à régler, mais ne t'inquiète pas, on t'attendra. Fais juste tes valises et viens. Voici l'adresse. Il lui tendit une carte avec une adresse écrite d'une écriture soignée et précise. Je serai de retour dans une semaine. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, il l'embrassa sur le front, murmura un au revoir rapide et disparut sous la pluie. De retour à son appartement, Abigail fixait la valise à moitié faite sur son lit, son esprit encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. Elle venait de se marier avec un homme qu'elle connaissait à peine, et maintenant elle était censée emménager chez lui pendant qu'il disparaissait. Alors qu'elle fourrait encore quelques affaires dans sa valise, on frappa à la porte. Son cœur fit un bond. Peut-être que Liam était revenu. Mais quand elle ouvrit la porte, ce n'était pas Liam qui se tenait sur le seuil. C'était Norman. Son estomac se tordit. Il était tel qu'elle se souvenait de lui, débraillé, en colère, avec cette lueur cruelle dans les yeux qui la hantait depuis qu'il avait quitté ce restaurant. « Abigail, nous devons parler. » Elle essaya de fermer la porte, mais il se fraya un chemin à l'intérieur, sa présence remplissant le petit espace. « Qu'est-ce que tu fous, Norman » lança-t-elle, le cœur battant la chamade. « Tu n'as aucun droit d'être ici. » Il l'ignora, ses yeux balayant la valise emballée.
Où vas-tu? Comme si ça t'importait, répliqua-t-elle, sa voix tremblant de colère. Norman eut un sourire narquois, s'approchant. Oh, ça m'importe, Abigail. Son sourire narquois lui donnait la chair de poule. Il se tenait là, si sûr de lui, appuyé contre le mur comme s'il avait tout le pouvoir du monde. Pendant un moment, elle resta sans voix, le regardant avec incrédulité. Après tout ce qu'il avait dit dans ce restaurant, après l'avoir humilié devant tout le monde, il se tenait là, souriant. Norman fit un pas de plus, cette lueur condescendante familière dans les yeux. Tu sais, j'y ai réfléchi, Abigail, vraiment réfléchi, et j'ai décidé que j'étais prêt à accepter ta proposition. L'estomac d'Abigail se serra, mais elle ne dit rien. Pas encore, continua-t-il, son ton désinvolte, comme s'il discutait de la météo. J'étais hésitant au début parce que, eh bien, je pensais que tu en avais peut-être après mon argent. Ce ne serait pas la première fois, tu sais. Les filles comme toi ont tendance à avoir des étoiles dans les yeux quand elles rencontrent un gars avec mon genre de bagage. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps. Était-il sérieux? Norman continua, inconscient de la rage qui couvait lentement sous sa peau. Mais ensuite j'ai réalisé, tu n'es pas assez intelligente pour être une croqueuse de diamants. Elle cligna des yeux, son esprit luttant pour suivre l'absurdité absolue de ce qu'il disait. Tu es un peu trop simple d'esprit pour ça. Et c'est là que ça m'a frappé. Compte tenu de mon physique, de ma richesse, de mon milieu familial, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Ces mots flottaient dans l'air, épais et suffocants. Il précisa, comme si elle ne comprenait pas, quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui m'aime, qui m'admire. Tu m'aimes, Abigail, n'est-ce pas? Il pencha la tête, l'étudiant comme si elle était une œuvre de charité qu'il s'apprêtait à sauver. Je veux dire, tu me suppliais pratiquement de t'épouser. La mâchoire d'Abigail se crispa, son pouls martelant dans ses oreilles. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Norman sourit, s'approchant, sa voix baissant d'un ton, comme s'il lui offrait le plus grand cadeau du monde. Alors je te fais une faveur. Tu vas m'épouser, l'homme que tu aimes. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Être Madame Norman Keynes. Elle le fixa, abasourdie par l'audace de cet homme. Il se tenait là, attendant qu'elle tombe à ses pieds en signe de gratitude. Dans son esprit, il lui faisait la plus grande faveur de sa vie en lui permettant de l'épouser. Elle pensa au billet de loterie, celui qui la rendait plus riche que Norman n'en avait jamais rêvé. Et puis elle pensa à Liam, grand, large d'épaules, avec son sourire chaleureux et la façon confiante dont il se tenait. Elle pensa à la façon dont les yeux de Liam s'adoucissaient quand il la regardait, comment ses mains l'avaient doucement relevé de la rue détrempée par la pluie. Liam était plus beau, plus gentil, et bien plus grand. Abigail ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil aux chaussures de Norman, ses lèvres tressaillant d'amusement. Liam avait aussi de plus grands pieds, et tout le monde sait ce que cela signifie. Elle serra les lèvres pour réprimer un rire, l'absurdité de la situation la faisant se sentir plus légère, comme si un poids s'était levé de ses épaules. Norman haussa un sourcil. Qu'est-ce qui est si drôle? Elle secoua la tête, son amusement s'estompant rapidement alors que la réalité de ses paroles la frappait à nouveau. Il n'en avait aucune idée. Aucune idée de la loterie, aucune idée de Liam. Et le voilà, dans son appartement, lui disant qu'elle avait de la chance de l'épouser. Les mots se formèrent dans sa tête, toutes les choses qu'elle voulait lui dire. Elle voulait crier qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'elle avait plus d'argent qu'il n'en verrait jamais de sa vie, qu'elle avait trouvé quelqu'un de bien meilleur. Mais elle se souvint de la demande de Liam de garder leur mariage secret, et elle avait promis. Alors, au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et dit la seule chose qu'elle pouvait. Je ne vais pas t'épouser, Norman. Son visage se tordit de confusion puis de colère. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas pas m'épouser. Je ne peux pas. Je ne le ferai pas, dit-elle. Sa voix était stable maintenant, calme. Je ne veux pas, Norman cligna des yeux comme si l'idée même d'être repoussé dépassait sa compréhension. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Abigail? Bien sûr que tu veux m'épouser. Tu me l'as demandé, tu te souviens? Elle secoua lentement la tête, le regardant, ressentant un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Eh bien, maintenant je te le dédemande. Non pas que ça importe encore. Ça n'importe pas, ricana-t-il, sa voix s'élevant. Tu me repousses après tout ça?
Après que j'ai finalement accepté de t'épouser. Tu me rejettes? Ses yeux se rétrécirent d'incrédulité. Elle ne dit rien. Elle ne lui devait aucune explication. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à quel point il était libérateur de se tenir là et de elle. Lui dire non, de reprendre enfin le contrôle de sa vie. Le visage de Norman rougit de colère, sa bouche se tordant en un ricanement. Tu es une idiote, Abigail. Tu le regretteras. Tu ne trouveras plus jamais quelqu'un comme moi. Tu mourras seule, souhaitant avoir saisi cette chance. Tu n'as jamais été assez bien pour moi de toute façon. Il sortit en trombe, claquant la porte derrière lui si fort qu'elle fit trembler les murs. Abigail resta là, fixant la porte fermée, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Le silence emplit la pièce alors qu'elle essayait de digérer tout ce qui venait de se passer. La vérité s'insinuait lentement. Norman était sorti de sa vie pour de bon. Abigail s'affaissa sur le bord du lit, s'enlaçant. Que avait-elle jamais vu en lui? Elle essaya de se souvenir des choses qui l'avaient fait tomber amoureuse de Norman au départ, mais rien ne lui vint à l'esprit. Au lieu de cela, elle réalisa qu'elle s'était trompée elle-même. Elle avait idéalisé Norman dans sa tête, créant cette version fantasmée de lui qui n'existait pas. Elle s'était convaincue qu'il était quelque chose de plus, quelque chose de meilleur qu'il ne l'était vraiment. Un léger rire lui échappa, teinté de regret. Comme elle avait été sotte, perdant 2 ans avec un homme qui ne se souciait même pas d'elle, un homme qui pensait si peu d'elle qu'il supposait qu'elle courait après son argent. Elle frissonna à l'idée de ce qui aurait pu arriver s'il ne l'avait pas repoussée. Et si elle l'avait épousé? Dans quelle vie misérable aurait-elle été piégée? Abigail secoua la tête, reconnaissante que les choses se soient déroulées ainsi. Il l'avait rejetée, et cela avait été le signal d'alarme dont elle avait besoin. Elle était libre maintenant, libre de l'illusion dans laquelle elle avait vécu. Jetant un coup d'œil à l'horloge, elle décida d'aller se coucher, trop épuisée pour finir de faire ses valises. Demain était un autre jour, et elle finirait de se préparer à déménager, à emménager chez Liam. Le lendemain au travail, Abigail était submergée de mai lorsqu'une livraison arriva à son bureau. Elle cligna des yeux de surprise devant l'énorme bouquet de fleurs qui surplombait son clavier, une cascade de couleurs vives et de pétales délicats. Son cœur manqua un battement alors qu'elle attrapait le mot niché au milieu des fleurs. À bientôt quand je reviendrai. Un sourire se dessina sur ses lèvres, s'étalant sur son visage avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Liam. Elle ne put s'empêcher de sentir une chaleur fleurir en elle, un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les fleurs étaient magnifiques, et elles égayèrent instantanément sa journée. Des collègues commencèrent à se rassembler, admirant les fleurs et lançant des commentaires taquins. De qui sont-elles? Demanda l'un d'eux. Abigail haussa les épaules, ne prenant pas la peine de les corriger lorsqu'ils supposèrent qu'elles venaient de Norman. Laissez-les penser ce qu'ils voulaient. Elle n'allait pas expliquer la toile compliquée qu'était devenue sa vie. 10 minutes plus tard, son téléphone vibra sur son bureau. Jetant un coup d'œil à l'écran, elle vit que c'était Norman. Roulant des yeux, elle répondit, se préparant à n'importe quelle absurdité qu'il avait à dire. « Qui t'a envoyé les fleurs ?» demanda-t-il. « J'ai reçu un texto de Winnie et elle a dit que tu avais reçu des fleurs au travail. »« Qui les a envoyées ?»« Je travaille, Norman, je n'ai pas le temps pour ça. » Sans attendre sa réponse, elle raccrocha et éteignit immédiatement son téléphone. La satisfaction de lui avoir coupé la parole la submergea, et elle se pencha en arrière sur sa chaise, fermant les yeux un instant. Elle ne le laisserait pas gâcher ça. Plus tard cet après-midi-là, Abigail quitta le travail plus tôt, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. L'idée d'emménager chez Liam était étrange, excitante et angoissante à la fois. En arrivant à l'adresse qu'il lui avait donnée, elle fut stupéfaite. L'immeuble dominait la rue, une structure élégante et moderne qui respirait le luxe. Le Penthouse, ce n'était rien de ce à quoi elle s'attendait. Un majordome l'accueillit à l'entrée et elle cligna des yeux, essayant toujours de comprendre tout cela. Il prit ses sacs. « Bienvenue, Madame Kennedy. Permettez-moi de vous conduire à la suite principale. » Abigail le suivit, les yeux écarquillés, en admirant l'opulence de l'espace. Tout brillait, sol en marbre, lustre en cristal, meubles élégants. C'était plus qu'elle n'avait jamais imaginé. La vue depuis les baies vitrées du sol au plafond était à elle seule à couper le souffle. C'était un autre monde. Alors que le majordome la conduisait à la suite principale,
une femme de chambre apparut à ses côtés. Le dîner sera servi à 6 heures, Madame Kennedy. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'ici là, n'hésitez pas à demander. Abigail hocha la tête, encore trop abasourdie pour parler. Qui avait-elle épousé exactement? Ses pensées s'emballèrent alors qu'elle regardait autour de la pièce, admirant l'immense lit à baldaquin, les riches tissus, la taille même de l'endroit. Elle n'avait aucune idée de qui était vraiment Liam, mais il n'était clairement pas un type ordinaire. Ce soir-là, alors qu'elle s'installait dans la literie moelleuse, son téléphone sonna. Elle répondit sans vérifier l'identification de l'appelant. « Où es-tu? » « Je suis allé chez toi, et tu n'es pas là. »« Il est tard, Abigail. »« Où diable es-tu » La voix de Norman claqua au bout du fil, froide et exigeante. L'estomac d'Abigail se tordit d'irritation. « J'ai déménagé, dit-elle, gardant sa voix stable. « Tu quoi? Où as-tu déménagé? Dis-moi où tu es, Abigail. »« Ça ne te regarde pas, répondit-elle fermement. Arrête de m'appeler, Norman. C'est fini entre nous. » Abigail lui raccrocha à nouveau au nez, le cœur battant la chamade. Elle en avait fini avec lui, fini avec sa possessivité et son arrogance. Il ne pouvait plus la contrôler. Le téléphone sonna à nouveau, et elle le décrocha, prête à le rembarrer pour la dernière fois. « Norman, je t'ai dit. »« Abigail, c'est moi. » La voix apaisante de Liam coupa court à sa frustration. Elle expira, sentant toute la tension s'évacuer de son corps. Oh, je pensais que c'était encore Norman. Désolé. Est-ce qu'il te cause des ennuis? Si tu veux que je m'occupe de lui, dis-le simplement, proposa Liam, son ton calme mais avec une pointe d'inquiétude. Abigail sourit, reconnaissante de son offre. Non, ça va. Je peux le gérer. Je vais le bloquer tout de suite. Au fait, merci pour les fleurs. Je suis content qu'elles te plaisent, répondit-il chaleureusement. Elles sont magnifiques, dit-elle, son cœur se réchauffant à nouveau. Puis elle hésita, ne sachant pas si elle devait même demander, mais la curiosité l'emporta. Liam, qui es-tu? Cet endroit, c'est incroyable. Tu pourrais faire des recherches sur moi si tu es vraiment curieuse, la taquina-t-il. Non, je veux que tu me le dises. Il rit, un son profond et taquin. Je suppose que tu le découvriras bien assez tôt. Pour l'instant, profite juste. Malgré son évasion enjouée, sa voix l'a mis à l'aise. Elle sourit en se blottissant dans l'immense lit, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Je le ferai, promit-elle, laissant le mystère s'installer autour d'elle. Pour une fois, elle n'avait pas besoin de toutes les réponses tout de suite. Tout semblait bien. Le lendemain soir, le restaurant bourdonnait de rires et de conversations alors qu'Abigail et ses collègues célébraient la grande victoire de leur équipe. Cela faisait du bien de se lâcher après tout ce travail acharné, et elle se surprit à se détendre, profitant du flot de boissons et de la bonne compagnie. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait à l'aise, les événements de la semaine passée s'estompant à l'arrière-plan. Puis, sorti de nulle part, Norman entra. Abigail se figea, son cœur se serrant. Il regarda autour de lui, la repérant rapidement à la table, et son expression s'assombrit. Elle n'avait encore parlé à personne de leur rupture, et lorsque ses collègues le remarquèrent, ils le saluèrent avec une familiarité décontractée. « Et, Norman, viens nous rejoindre » lança l'un d'eux. Mais Norman ne répondit pas à leur invitation. Il croisa son regard, la mâchoire serrée, et Abigail sut que ce ne serait pas une simple conversation. Il se dirigea vers la table, ignorant tout le monde, et s'arrêta juste devant elle. « Abigail, nous devons parler. » La table se tut, et elle sentit tous les yeux sur elle. Son estomac se noua, et elle bougea mal à l'aise sur son siège. « Norman, ce n'est ni le moment ni l'endroit, dit-elle, essayant de garder sa voix calme. Nous pouvons en discuter plus tard. Non, nous allons régler ça tout de suite, insista-t-il. Elle regarda autour d'elle, voyant ses collègues observer l'échange avec de grands yeux. L'ambiance festive s'était évaporée, laissant un silence gênant à sa place. Norman, s'il te plaît, tenta-t-elle à nouveau, sa voix plus ferme. Pas ici. Mais il n'écoutait pas. Ses yeux tombèrent sur sa main, où la bague de Liam reposait confortablement sur son doigt. L'expression de Norman se tordit de confusion, puis de colère. Il tendit la main et attrapa sa main,
l'attirant vers lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix plus forte maintenant, attirant l'attention des tables environnantes. Abigail retira sa main, son cœur s'emballant. « C'est une bague, dit-elle, luttant pour garder sa voix stable. Liam me l'a donnée. » « Qui diable est Liam ?» La voix de Norman était tranchante, et elle pouvait voir la confusion et l'incrédulité dans ses yeux. Il regarda autour de la table, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un comble les vides, mais personne ne dit un mot. « C'est un ami, répondit-elle, son pouce accélérant. Norman laissa échapper un rire amer. « Un ami ? Pourquoi cet ami te donnerait-il une bague ? Et pourquoi la portes-tu à ce doigt ? Qu'est-ce que c'est, une sorte de blague ? Parce qu'il voulait que je l'aie, dit-elle simplement, rencontrant son regard furieux de front. Les yeux de Norman se rétrécirent alors qu'il étudiait la bague, ses lèvres se retroussant de dédain. Puis son expression se mua en quelque chose de suffisant. On dirait une sorte d'héritage familial. Attends, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Tout ça est faux. Tu l'as inventé. Abigail cligna des yeux de surprise, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il continua, sa voix pleine de venin. Tu t'es envoyé ces fleurs au travail, n'est-ce pas ? Tu essaies juste de me rendre jaloux. Comme c'est pathétique, Abigail. Honnêtement, c'est embarrassant. Une chaleur monta dans sa poitrine, et elle sentit sa colère monter. Elle se leva, repoussant sa chaise et lui faisant face. Je me fiche de te rendre jaloux, Norman. Et pour mémoire, je ne me suis pas envoyé de fleurs. C'est Liam qui l'a fait. Norman ricana, croisant les bras. Ouais, c'est ça. Ce type, Liam, n'existe pas, tu as complètement perdu la tête. Abigail prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Tu as tort. Et pour la dernière fois, j'ai rompu avec toi. C'est fini, Norman. Tu dois l'accepter et me laisser tranquille. Les mots restèrent en suspens un instant, et elle put voir la colère monter dans les yeux de Norman. Il resta là un instant, les poings serrés le long du corps, avant de finalement tourner les talons et de sortir en trombe, bousculant les tables en se dirigeant vers la sortie du restaurant. Pendant une seconde, la tension à table fut insupportable, tout le monde assis dans un silence stupéfait. Abigail expira lentement, sentant le poids du moment se lever, et se tourna vers ses collègues, un sourire d'excuse sur le visage. « Désolée pour ça, dit-elle doucement. » L'une de ses collègues, Hélène, intervint avec un grand sourire. « Eh bien, c'était gênant, mais, au moins on sait que tu as bon goût en matière de drame. » La table éclata de rire, et Abigail ne put s'empêcher de rire avec eux, reconnaissante pour le commentaire léger qui brisa la tension. « Merci, Hélène. » dit-elle, sentant l'ambiance commencer à redevenir normale. Ils reprirent leur célébration, la gêne s'estompant rapidement alors que les boissons recommençaient à couler. Mais même si la nuit continuait, un petit sourire jouait sur ses lèvres, sachant que le pire était derrière elle. L'odeur douce et alléchante du café fraîchement moulu flottait dans l'air, l'attirant doucement du sommeil. Les yeux d'Abigail s'entr'ouvrirent, et elle cligna des yeux de surprise en voyant le plateau du petit déjeuner posé sur la table de nuit. Il était magnifiquement arrangé, avec une tasse de café fumant, des fruits frais et des croissants au beurre. Pendant un instant, elle crut qu'elle rêvait encore. Puis elle entendit sa voix. « Réveillez-vous, Madame Kennedy, » dit doucement Liam depuis le chevet du lit. Elle se tourna pour le voir assis sur le bord du matelas, son visage illuminé d'un sourire chaleureux. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de sortir du lit lui-même, et il y avait une légèreté dans ses yeux qui fit bondir son cœur. « J'ai aimé vous regarder dormir, mais je crois que je préférerais un véritable accueil. » Encore ensommeillée, Abigail s'assit, un sourire timide se dessinant sur son visage. Sans réfléchir, elle se jeta dans ses bras, sa joue reposant contre la chaleur de sa poitrine. C'était si naturel, si juste. Ses bras se refermèrent autour d'elle, forts et rassurants, et elle inspira son odeur, propre et réconfortante. Depuis cette première nuit, où elle avait emménagé dans le Penthouse, ils s'étaient parlé au téléphone tous les jours, parfois plus d'une fois par jour. Liam avait dit qu'il était important qu'ils commencent à se connaître, pour ne pas être de parfaits étrangers à son retour. Même si elle ne savait pas encore grand-chose de lui, il y avait quelque chose dans sa voix qui lui donnait l'impression de le connaître depuis des années. Elle était profonde et apaisante, avec une pointe d'enjouement qui la faisait toujours sourire. Au fil des jours,
leurs conversations devinrent plus longues et plus intimes. Liam partagea ses rêves et ses craintes, et Abigail se surprit à s'ouvrir à lui comme elle ne l'avait jamais fait avec personne d'autre. C'était comme s'ils construisaient une connexion qui transcendait la distance physique. Elle avait commencé à attendre son retour avec impatience, et maintenant il était enfin là. Liam la serra plus fort, posant son menton sur le dessus de sa tête. « Je ne m'attendais pas à ce que tu me manques, mais c'est le cas. J'espère que tu ressens la même chose. » admit-il, sa voix basse et intime. Abigail se recula légèrement pour le regarder, son visage s'échauffant sous son regard tendre. « Oui, » dit-elle, son cœur battant la chamade à la réalisation que cela se produisait. Ils tombaient lentement, prudemment, amoureux l'un de l'autre. Son sourire s'approfondit, et il plongea la main dans sa poche, en sortant une petite boîte en velours. Son souffle se coupa lorsqu'il l'ouvrit, révélant un ensemble de bagues de mariage d'une beauté à couper le souffle. Les diamants scintillaient à la lumière du matin, le design complexe était fascinant. Même si elle n'était pas une experte en bijoux, elle pouvait dire que c'était quelque chose de rare, quelque chose qui coûtait une fortune. « Liam » murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'admiration. « C'est magnifique. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle appartenait à ta belle main. » Elle hésita, ses doigts tressaillant sur ses genoux. La bague semblait si précieuse qu'elle n'était pas sûre de devoir même la toucher, encore moins la porter. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, se sentant submergée par le poids du geste. « Absolument » dit-il avec conviction. Il prit sa main gauche, retirant doucement la chevalière qui avait servi de substitut, et glissa soigneusement l'alliance et la bague de fiançailles à son annulaire. Le métal était frais contre sa peau, et elle s'émerveilla de la perfection avec laquelle il lui allait, comme s'il lui avait toujours appartenu. Liam porta sa main à ses lèvres dans un geste romantique d'antan, l'embrassant avec une révérence qui fit battre son cœur à toute allure. Il murmura contre sa peau, sa voix douce mais pleine de sens. « Merci d'être ma femme. » Sa poitrine se serra d'émotion, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle réussit à peine à murmurer « merci ». Il se leva, sa présence dominant toujours la pièce, et lui sourit. « Maintenant, va te préparer, nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Abigail le regarda quitter la pièce, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, ces mots résonnant encore dans son esprit. « Merci d'être ma femme. » Son pouce accéléra au souvenir de la façon dont il l'avait dit, de la façon dont ses lèvres avaient effleuré sa main. C'était comme dans un rêve, et elle n'était pas sûre d'être prête à se réveiller. Le majordome salua Abigail Smith alors qu'elle descendait les escaliers, son attitude impeccable comme toujours. « Monsieur Kennedy vous attend dans le bureau, Madame Kennedy. »« Merci » murmura-t-elle, les nerfs à vif alors qu'elle lissait le devant de sa robe. Elle s'approcha de la porte du bureau, prenant une profonde inspiration avant de la pousser doucement. Liam Kennedy était assis sur le canapé, adossé confortablement, mais dès qu'il la vit, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux et sincère. Il était impossible de ne pas comparer sa réaction à la façon dont Norman Kings l'accueillait habituellement, si l'on pouvait même appeler cela un accueil. Norman avait toujours semblé agacé, comme si sa présence était plus une nuisance qu'autre chose. Mais Liam avait l'air sincèrement heureux de la voir, et cela fit palpiter son cœur. « Tu voulais savoir pourquoi j'avais besoin d'une femme ?» demanda-t-il, son regard fixe. « Oui » répondit-elle, encore légèrement incertaine de ce qu'il allait révéler. « Tu es riche, beau, et très gentil, si je ne me trompe pas. » Il rit, un son riche et léger qui la mit instantanément à l'aise. Il lui fit signe de s'asseoir à côté de lui sur le canapé, et elle prit place, sentant la chaleur de sa présence à côté d'elle. « J'étais fiancé une fois. » Commença-t-il, mais ma fiancée s'est enfuie avec un autre homme le jour où je t'ai rencontré. Abigail cligna des yeux de surprise, un étrange mélange de jalousie et de pitié l'envahissant. Elle ne savait pas comment réagir. Une partie d'elle se sentait désolée pour lui, mais une autre partie ne pouvait s'empêcher d'être heureuse qu'il n'ait pas épousé quelqu'un d'autre. Après un instant, elle opta pour un doux « je suis désolé ». Il secoua la tête, un sourire jouant toujours sur ses lèvres. « Ne le sois pas, nous n'étions pas amoureux, le mariage avait été arrangé par nos familles. » Elle hocha la tête, ne sachant pas si cela la faisait se sentir mieux ou moins bien, mais elle a rencontré quelqu'un d'autre et est tombée amoureuse. Je suis heureux pour elle. Une vague de soulagement submergea Abigail. Il était libre, émotionnellement et littéralement. Elle n'avait pas réalisé à quel point cela comptait pour elle jusqu'à ce moment.
L'expression de Liam s'adoucit, ses yeux rencontrant les siens. Mais j'avais toujours besoin de me marier, Abigail. Pas par amour ou pour la compagnie, mais pour sauver mon image publique. En tant que chef de ma famille et de notre entreprise, je dois projeter la stabilité, la respectabilité et, surtout, une sera nécessaire. Ne fais rien d'extrême, d'accord? Pamela hocha la tête docilement. Ne t'inquiète pas, Amanda. Je comprends. Mais une fois Amanda partie, Pamela fixa son téléphone en silence. Amanda pensait que le plan final de Pamela était de rassembler des preuves et de traduire les tueurs en justice. Elle avait maintenant l'aveu d'Erika sur bande. Mais le plan de Pamela avait changé. Cette nuit pluvieuse sans fin, la mère de Pamela, saignant et souffrant, l'avait poussée hors de la voiture dans la rivière déchaînée. Incertaine de sa survie. Elle avait regardé son père, Harry, qu'elle aimait, vérifier si elle était morte tandis que sa fidèle amie d'université, Erika, la poignardait avec du verre. Quel genre de supplice avait-elle enduré à ce moment-là? Et le meurtrier qui l'avait tuée ne serait enfermé qu'en prison. Le pire résultat serait de recevoir une piqûre puis de s'endormir tranquillement. Ce n'était pas suffisant. Pamela était la fille de sa mère, et elle a déclaré que ce n'était pas assez. Elle s'est levée, est allée à la fenêtre et a regardé la lune rouge sang. Elle a pris son téléphone et a envoyé un message Instagram à Justine. Justine, j'ai l'impression que ta mère me comprend mal, mais ce n'est pas grave. Je comprends. Je ne souhaite plus te voir, mais je t'aime toujours profondément. Mon seul souhait est que tu restes en sécurité. Quand je suis parti aujourd'hui, j'ai senti que ton frère agissait bizarrement. Tu dois faire attention. Après avoir envoyé le message Instagram, Pamela a éteint son téléphone et a souri doucement. Les grillons chantaient dehors. Ce soir serait une bonne nuit. Amanda trouva Pamela alors qu'elle prenait son petit déjeuner à la cafétéria de l'Académie Q. Elle s'assit en face d'elle, la regardant avec une expression difficile à décrire. Pamela termina calmement sa bouillie de citrouille, puis leva les yeux vers elle. Quelque chose s'est passé chez Harry, demanda Amanda. Oui, quelque chose s'est passé, répondit Pamela. Cette nuit-là, David, tel un fantôme, entra dans la chambre d'Erika. À cause de ses nerfs, Erika dormait dans une chambre séparée d'Harry, elle était donc seule. David prit un oreiller et couvrit le visage d'Erika. Il aimait ce jeu, étouffer des chatons avec un oreiller et observer combien de temps il leur fallait pour mourir. Maintenant, son sujet d'expérience était sa mère. C'était une sorte de rétribution fatidique. Erika avait tué ma mère alors qu'elle était enceinte de David, donc David, qui avait participé au meurtre depuis l'utérus, était né un démon qui ignorait les lois et la morale. David n'a pas réussi à étouffer Erika. Il pensait qu'elle ne bougeait plus, alors il a lâché l'oreiller. Quand il est allé vérifier si Erika respirait encore, elle s'est soudainement réveillée et a poussé un faible cri. Ce cri fut entendu par Justine. Ayant reçu le message Instagram de Pamela, Justine était déjà en état d'alerte. Il soupçonnait David de pouvoir faire du mal à Erika, alors il se précipita. Au moment où il arriva à la porte, il entendit les appels à l'aide d'Erika. Justine enfonça la porte pour voir David presser à nouveau l'oreiller sur le visage d'Erika. Justine se précipita et arracha David, se battant avec lui. Le bruit de la bagarre a surpris les autres habitants du manoir. Harry et les femmes de chambre sont arrivés en courant. Quand les lumières se sont allumées, Erika était blottie dans un coin, terrifiée, tandis que Justine clouait David au lit, l'étranglant. « Appelez la police. »« Appelez la police », cria Justine. David a essayé de tuer maman. Justine s'attendait à ce qu'Harry décroche immédiatement le téléphone et appelle la police, mais Harry ne l'a pas fait. Harry est resté silencieux un bref instant, puis a dit aux femmes de chambre, « Vous n'avez rien vu. Révéler les secrets du maître est très dangereux. » Les femmes de chambre hochèrent rapidement la tête et partirent. « Papa. » Justine n'arrivait pas à y croire. Harry dit tristement. « Justine, lâche ton frère. » Justine ne l'a pas lâché. C'est un meurtrier. Il ne faisait que jouer. Il est encore un enfant. La voix d'Harry devint plus forte. Je vais compter jusqu'à 3. Vas-tu lâcher prise? Justine garda le silence. À ce moment-là, il se souvint peut-être de ce que Pamela lui avait dit un jour. Harry ne l'avait jamais vraiment considéré comme un fils. Dans le cœur d'Harry,
David était sa vraie chair et son vrai sang. Il réalisa qu'Harry n'appellerait jamais la police, qu'il protégerait toujours David. David, étouffant, réussit à ricaner, salaud. Il cracha au visage de Justine. Dans quelques années, tu ne seras même pas digne de me cirer les chaussures. La voix d'Harry devint encore plus forte. 3, 2. Alors qu'Harry comptait jusqu'à 1, Justine bougea. Toute sa colère explosa, et il souleva David et le projeta contre la baie vitrée. « C'est toi le salaud !» cria Justine. La vitre vola en éclats, et David tomba la tête la première. Erika poussa un cri qui ne ressemblait pas à un son humain. Harry s'arrêta quelques secondes, puis hurla d'agonie. Il se retourna et descendit en courant. « Mon fils. Mon fils. » En bas, quelqu'un a crié, une femme de chambre ou un voisin de passage. Ce n'était pas clair. Le son se mêlait au chant des cigales de la nuit d'été. Quelques minutes plus tard, les sirènes d'une ambulance et des voitures de police emplirent la nuit. Amanda termina son histoire. Elle était assise en face de Pamela, observant son visage. Elle cherchait une réaction, mais Pamela n'en montra aucune. Calmement, Pamela débarrassa son plateau et se leva. « J'ai assez mangé. Je dois sortir, dit-elle. Pamela. Amanda l'appela, se tenant derrière elle, la voix pleine de chagrin. « Je te l'avais dit. La haine est une émotion sombre. Elle finira par te consumer et t'entraîner en enfer. Ne te salis pas les mains. Ne deviens pas un meurtrier. Tu avais un meilleur avenir. » Elle était vraiment une bonne personne. Elle savait que les vengeurs finissaient souvent mal. Cependant, Pamela se retourna, souriant calmement et tristement. « Merci Amanda, mais je suis en enfer depuis longtemps. » Pamela posa son plateau, enfila une robe noire et se rendit chez Harry. Elle voulait seulement voir comment allait Justine. Elle avait entendu dire qu'il avait des ennuis. Chez Harry, Pamela pleura devant Harry et Erika, ressemblant à une petite amie profondément amoureuse de Justine. Le visage d'Harry était si sombre qu'il semblait pouvoir dégouliner. Erika, quant à elle, était hystérique. « Sortez. Sortez tout de suite !» cria Erika à Pamela. Pamela pleurait tout en savourant silencieusement leurs expressions. Le trou dans son cœur, forgé par la haine, semblait se rétrécir un peu. Mais ce n'était pas assez. Pas même proche. Ce n'était que l'apéritif. En pleurant, Pamela s'effondra sur le sol, et quelques gardes du corps commencèrent à la traîner dehors. Silencieusement, elle a caché un autre minuscule micro dans la fissure du sol. Le précédent avait été jeté dans la machine à laver quand Erika avait changé de vêtements, et il était inutile maintenant. Pamela est venue chez Harry ce jour-là en partie pour savourer leur souffrance, et en partie pour planter un nouveau micro. Après être partie, elle a entendu son père parler à Erika. « Divorçons », a dit fermement Harry. Erika était abasourdie. « Harry, comment peux-tu » La voix d'Harry monta de frustration. « Mon fils est entre la vie et la mort à l'hôpital, et c'est ton fils qui l'a fait. Comment veux-tu que nous continuions » La voix d'Erika tremblait. Elle ouvrit la bouche plusieurs fois en essayant de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle savait qu'il était inutile de discuter. Harry avait déjà pris sa décision. Pamela n'était pas du tout surprise. Elle avait vérifié les activités récentes d'Harry. Depuis 2 ans, il était proche d'une jeune vice-présidente de son entreprise. La femme avait un corps sexy et une personnalité fougueuse, encore plus attirante qu'Erika ne l'était autrefois. Si Pamela pouvait le découvrir, Erika le pouvait aussi. Il y a 12 ans, Erika avait poussé un homme à quitter sa femme et sa fille pour elle. 12 ans plus tard, ce même homme pouvait la quitter aussi. Sans oublier qu'Erika était devenue stérile après avoir donné naissance à David. Mais Harry, en tant qu'homme, pouvait encore avoir des enfants avec une femme plus jeune. Finalement, tout ce qu'Erika réussit à dire fut « compris ». Harry partit, et Pamela écouta ses pas s'éloigner, souriant narquoisement. Astérisque papa, tu as encore fait une erreur. Tu ne devrais pas sous-estimer Erika. Elle est peut-être devenue fragile et névrosée, mais elle a toujours été plus coriace que tu ne le penses. Astérisque Erika et Harry convinrent de finaliser leur papier de divorce au bureau des affaires civiles 3 jours plus tard. Ce jour-là, Pamela arriva tôt et s'assit cachée de l'autre côté de la rue, observant. Erika arriva tôt aussi.
Elle se tenait à l'entrée, semblant attendre quelque chose. Son expression était anxieuse, pleine d'espoir et un peu sauvage. Clairement, elle n'attendait pas qu'Harry arrive pour le divorce. Harry ne s'est jamais montré. Au fur et à mesure que le temps passait, l'expression d'Erika devint plus calme. Elle cessa de faire les 100 pas, trouva un siège et commença même à sourire. Finalement, son téléphone sonna. Elle répondit, écouta quelques instants, puis sourit. Pamela, cachée de l'autre côté de la rue, savait que le plan d'Erika avait réussi. Mais Erika ne pouvait pas voir que Pamela souriait aussi. Pamela appela Amanda. On dirait qu'Harry a eu un accident en venant ici. C'était le plan d'Erika. Elle voulait qu'Harry meure avant que le divorce ne puisse avoir lieu. Après avoir raccroché, Pamela regarda la caméra vidéo dans sa main. Elle avait parfaitement capturé toutes les réactions d'Erika. Lorsque la police enquêterait, elle verrait le sourire sinistre d'Erika en réponse à l'accident de son mari. De retour à l'Académie Q, Pamela ouvrit son ordinateur portable et continua d'actualiser les nouvelles. Bientôt, les gros titres tombèrent. Harry avait eu un accident en conduisant de la station de montagne à la ville. La vice-présidente qui était dans le siège passager était avec lui. Tous deux étaient dans un état critique, luttant pour leur vie. Pamela se gratta la tête, se sentant un peu irritée. Elle ne voulait pas qu'Harry meure si facilement. Étant donné tout ce qu'il avait fait à sa mère, une telle mort serait trop bon marché pour lui. Mais Harry n'est pas mort. Même si Pamela envoyait les images à la police, Erika ne serait accusée que de tentative de meurtre. Bien sûr, après plus de 70 heures d'opération, Harry a survécu, bien qu'il soit resté paralysé du cou aux pieds. Amanda s'est précipitée dans la chambre de Pamela, essayant de l'empêcher de faire quelque chose de plus fou. Mais quand elle est arrivée, elle a trouvé la chambre déjà vide. Elle était soigneusement rangée, montrant que le propriétaire ne reviendrait pas de sitôt. Amanda sentit un frisson et essaya frénétiquement d'appeler Pamela. Quand elle ne répondit pas, Amanda commença à lui envoyer des SMS encore et encore. Pamela, ne fais pas de bêtises. Tu n'as que 17 ans. En lisant les messages d'Amanda, Pamela se sentit touchée. Pendant sa longue épreuve, sa mère adoptive et ses amis de l'académie qui lui avaient apporté soutien et réconfort. Sans Amanda, Pamela n'aurait peut-être pas réussi à aller aussi loin. Mais elle n'avait pas le choix. Elle était désolée. Je m'appelle Pamela. Je n'ai qu'un seul but. Laver l'honneur de ma mère et obtenir justice, même si cela me coûte tout. Fermant son téléphone, Pamela leva son verre de vin et regarda la personne en face d'elle. Santé. La femme en face d'elle leva son verre, mais ne le trinqua pas. Son visage avait hanté les cauchemars de Pamela d'innombrables fois. C'était Erika. Un jour plus tôt, Pamela avait envoyé un email à Erika. Il contenait de simples images de ses actions avec une demande claire. Soit j'envoie ça aux flics, soit tu me paies 80 000 $ pour que je me taise. Maintenant, elles se rencontraient dans un restaurant privé isolé. Dans la pièce vide, seuls Erika et Pamela étaient assises en face d'une immense table ronde. Le silence planait dans l'air. Après un moment, Erika posa son verre, prit une épaisse enveloppe de son sac et la tendit sur la table. Voici ton argent, dit Erika. 80 000 $, ce n'était pas beaucoup pour quelqu'un comme Erika, mais sa main tremblait. En regardant ses doigts tremblants, Pamela sourit. Erika, es-tu vraiment contrariée par l'argent? Ou est-ce que ce montant te rappelle de vieux souvenirs douloureux? Le visage d'Erika changea. Elle serra les dents. Qui es-tu vraiment? Pamela prit une profonde inspiration, tenant l'enveloppe dans ses mains. 80 000 $, un nombre significatif. Il y a des années, quand Erika et son fils Justin sont venus demander de l'aide à la mère de Pamela, ils lui ont emprunté 80 000 $. Par amitié universitaire, la mère de Pamela les avait généreusement prêtés. Cet argent n'a jamais été remboursé. Maintenant, Pamela le récupérait pour sa mère. Mais ce n'était que le premier versement. Frottant l'enveloppe, Pamela dit calmement. « Tante, je suis la camarade de classe de ton fils Justin. Je m'appelle Pamela. » Erika la regarda avec incrédulité. Cela n'avait pas d'importance. Pamela n'avait plus besoin qu'elle la croie. Erika savait qui elle était. Et Pamela savait qu'Erika savait. Je t'ai donné 24 heures parce que je connais ta nature, tante.
Tu ne resterais pas les bras croisés. Pamela se pencha plus près, sa voix douce mais ferme. Je voulais te demander quelque chose depuis longtemps. Pourquoi? Ma mère te traitait comme une bonne amie. Pourquoi as-tu? Erika la coupa. Tais-toi, Pamela. Tais-toi. Tu ne sais rien. Ta mère était une sainte. Depuis l'université, elle m'a tout donné. Plus elle me donnait, plus je la détestais. Pourquoi avait-elle pitié de moi? Étais-je si pathétique? N'était-elle pas une sainte? Alors elle aurait dû me donner toute sa vie. Pamela leva les yeux vers la fenêtre. L'orage d'été était sur le point d'éclater, et des nuages sombres s'amoncelaient à l'extérieur. Erika regarda Pamela, un sourire fou se dessinant au coin de ses lèvres. Pamela, tu es encore trop naïve. Tu es vraiment venue au lieu de rendez-vous que j'ai fixé. Ce restaurant est à moi. Tout le personnel ici est de mon côté. Et aujourd'hui, il va y avoir une forte tempête. Les caméras le long de la route de montagne voisine ont déjà été sabotées à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si quelqu'un disparaît d'ici aujourd'hui sans laisser de traces, personne ne le saura jamais. Elle se pencha plus près, ricanant. De cette route à l'autoroute, jusqu'à la frontière, Judith aura le cœur brisé, n'est-ce pas? Sa plus jeune fille préférée est sur le point d'être vendue au nord du Myanmar. Erika éclata de rire. Tu as eu de la chance de t'échapper la dernière fois, mais tu devais revenir toi-même. Elle brisa violemment le verre de vin dans sa main sur le sol. C'était un signal pour agir. Erika regarda Pamela avec un regard victorieux, attendant que ces hommes fassent irruption. 10 secondes passèrent. 1 minute passa. Silence. L'expression d'Erika changea. Pamela sourit et fit tourner le verre de vin dans sa main. J'ai essayé de te faire boire, n'est-ce pas? Pamela prit une gorgée de son vin. Mais je savais que tu n'oserais pas, craignant que je ne le drogue. Laisse-moi te dire, la drogue n'est pas dans le vin. Elle a été diffusée sous forme de gaz par les conduits de ventilation. L'antidote est en fait dans le vin. Erika se jeta vers la bouteille de vin sur la table, mais s'effondra après seulement quelques pas. À côté du verre de vin brisé, le liquide renversé coulait lentement vers elle. Elle s'efforça de tirer la langue pour l'atteindre, mais n'y parvint pas, c'est inutile, dit doucement Pamela. Toi et tes hommes pouvez simplement faire une bonne sieste maintenant. Quand vous vous réveillerez, vous serez peut-être déjà dans le nord du Myanmar. Un camion s'arrêta silencieusement à la porte arrière du restaurant. Plusieurs hommes en sortirent, tous portant des masques et des chapeaux. Bien que les caméras aient déjà été désactivées, ils faisaient attention à ne pas montrer leur visage. Où est la marchandise? Demanda l'homme de tête. Pamela avait déjà enfilé un uniforme de serveur et s'avança docilement pour les guider. À l'intérieur, dans la salle privée, un sac noir recouvrait une silhouette humaine, qui se débattait légèrement comme si elle résistait. Une femme aux vêtements raffinés se tenait à côté. L'homme la regarda. Votre Erika? La femme hocha la tête et désigna le sac noir. La marchandise est ici. La vraie Erika était à l'intérieur du sac noir. Pamela regardait aux côtés de la femme pendant que les hommes chargeaient le sac dans le camion. Une fois le camion complètement disparu, la femme enleva son manteau digne, révélant une simple robe en coton et lin. Elle enleva sa perruque et son maquillage, se transformant en une jeune fille. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber du ciel. La jeune fille s'approcha de Pamela et lui tint un parapluie au-dessus de la tête. Nous nous occuperons du reste. Cette fille s'appelait Rita. Pamela avait découvert ses coordonnées dans la chambre d'Amanda. La famille de Rita et la famille de Pamela étaient des rivales commerciales. Si Erika et Harry s'effondraient complètement, la famille de Rita en bénéficierait sans aucun doute. Pamela avait donc décidé de l'appeler. De manière inattendue, au moment où Rita décrocha, elle avait gloussé doucement. Pamela, j'attendais ton appel. Tu me connais. Tu peux remercier Amanda pour ça. Elle a toujours essayé de te guider sur le droit chemin, mais s'est aussi préparée à la possibilité que tu tombes dans les ténèbres. Elle m'a contacté à l'avance. Si tu tombais vraiment dans les ténèbres, je serais là pour t'offrir une protection finale. Maintenant, regardant Rita, Pamela dit doucement, merci. Non, nous devrions te remercier, répondit Rita. Harry a toujours été l'un des concurrents les plus détestés de notre famille. Maintenant,
Grâce à tes actions, ils se sont complètement effondrés. Toutes leurs entreprises seront reprises par nous. Mais les actifs d'Harry, je te suggère de les hériter. Tu peux revenir au monde en tant que Pamela à nouveau. Les avocats de notre famille t'aideront. Pamela sourit et secoua la tête. Ce que je veux, c'est juste la vengeance. Rita hésita un instant, puis hocha finalement la tête. Je respecte ton choix, mais si tu changes d'avis, s'il te plaît, appelle-moi à tout moment. Ils se séparèrent silencieusement sous la pluie. Rita retourna au restaurant pour s'occuper des affaires restantes. Le système de ventilation de la drogue serait nettoyé à fond, et le personnel serait réduit au silence de diverses manières. Pamela a pris la voiture que Rita lui avait préparée et est descendue de la montagne. Elle est allée sur la tombe de sa mère. Elle n'a pas dit grand-chose. Sa mère n'avait pas besoin de savoir ce qu'elle avait fait. Elle avait été une femme gentille jusqu'à sa mort, et Pamela ne voulait pas qu'elle sache ce que sa fille était devenue. Au lieu de cela, elle a simplement dit « Je vais bien. Je vais dans un lycée prestigieux, j'obtiens d'excellentes notes, et les professeurs disent que je suis la meilleure. » C'est probablement que sa mère aurait voulu entendre. Après avoir parlé à sa mère, Pamela est allée à l'hôpital. Dans le service, un homme faible gisait confiné au lit. En un demi-mois, il avait beaucoup vieilli. Ses poches sous les yeux s'affaissaient jusqu'à sa bouche, et ses cheveux étaient à moitié blancs. C'était son père biologique, Harry. Après l'accident de voiture qu'Erika lui avait tendu, Harry était non seulement paralysé, mais avait également subi des lésions aux cordes vocales et ne pouvait plus parler. Pamela a dit à l'infirmière qu'elle était une camarade de classe de son fils et qu'elle était venue lui rendre visite. L'infirmière les laissa seuls. Il n'y avait que Pamela et Harry dans la pièce. Elle installa son téléphone devant lui et sourit. Être allongé sur un lit toute la journée doit être ennuyeux. Et si on regardait quelque chose d'intéressant? Elle lança la vidéo. Un cri strident sortit du téléphone, et les pupilles d'Harry se rétrécirent soudainement. Sur la vidéo, c'était Erika. Elle avait été vendue au nord du Myanmar, les cheveux en désordre, le visage enflé, la bouche bâillonnée et les yeux tuméfiés, clairement battus. Un couteau planait sur son corps, se déplaçant d'avant en arrière, avant de finalement trouver un endroit et de la poignarder. Les cris d'Erika étaient à glacer le sang. Harry gisait sur le lit, la graisse de son visage tremblant violemment. L'expression de Pamela, cependant, resta calme. Bien. Quand ma mère a été attaquée avec tous ces éclats de verre, Erika devrait ressentir une partie de cette douleur aussi. N'est-ce pas, papa? Demanda Pamela. Elle regarda l'homme sur le lit. Il la fixait avec de grands yeux, la bouche ouverte, incapable d'émettre un son. Pourquoi me regarder avec une telle peur? Chuchota-t-elle. Je suis Pamela, papa. Elle gloussa, rangeant son téléphone. Erika sera torturée à mort. C'est elle qui t'a mis dans cet état. Je t'ai aidé à te venger. Elle se pencha plus près, sa voix devenant plus froide. Oh, au fait, David, ton plus jeune fils, est resté aux soins intensifs pendant 1 mois et demi. Mais il n'a pas survécu. J'ai entendu dire que les parents de ses camarades de classe ont célébré sa mort. Les yeux d'Harry exorbitèrent, les veines de son cou se tendant, alors qu'un profond grognement de chagrin montait de sa gorge. Tu vois, continua Pamela d'un ton moqueur. Tu ne peux pas toujours compter sur ton fils. Elle prit une pomme dans le panier de fruits qu'elle avait apporté, l'épluchant lentement avec un couteau. Erika savait qu'il était un surhomme depuis le test de grossesse, mais elle n'a pas osé te le dire. D'une part, elle avait besoin de ton soutien à l'époque, donc elle ne pouvait pas se permettre de laisser partir ce précieux garçon. D'un autre côté, Pamela pencha la tête, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. Et si David n'était pas vraiment ton fils? Harry se figea, tout son corps se raidissant, élevant l'enfant d'un autre pendant des années et le considérant comme un amour courageux et précieux. C'est le genre de fin que tu mérites pour avoir tant voulu un fils. Dit-elle, sa voix calme et tranchante. Bien sûr, celui qui est responsable de la mort de ton précieux David ne s'en tirera pas non plus. Justine est maintenant accusée de meurtre avec préméditation. Le savais-tu? Continua Pamela en épluchant la pomme avec précision. Mon plan pour m'approcher de lui couvait depuis longtemps. J'ai attendu qu'il ait 18 ans. Je ne voulais pas qu'il bénéficie d'une quelconque indulgence pour être mineur. La pomme était complètement pelée.
Elle en prit une bouchée, savourant la douceur croquante et regarda Harry. De la sueur froide coulait sur son visage et une odeur nauséabonde emplissait l'air. Il avait perdu le contrôle. Oui, papa, dit Pamela, sa voix douce mais aiguë. Tous ceux qui ont fait du mal à ma mère paieront le prix. Aucun de vous ne peut s'échapper, pas un seul d'entre vous. Mais ne t'inquiète pas, je te traiterai un peu mieux. Après tout, ma mère t'aimait beaucoup. Elle sourit en tapotant le bord de son lit. Alors je te garderai en vie. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Tu peux rester allongé ici jour après jour, te repentant de ce que tu lui as fait. Pamela se pencha près d'Harry, chuchotant à voix basse. Compris. Puis elle recula et dit doucement, oncle, à la prochaine. Sur ce, elle se retourna et partit, laissant Harry derrière elle, hurlant de désespoir. Dans la plus grande salle d'activité de l'Académie Q, les enfants étaient rassemblés, regardant la télévision ensemble. Soudain, l'un d'eux cria, Pamela est de retour. Les enfants l'entourèrent, leurs visages s'illuminant d'excitation. Pamela, raconte-nous une histoire. Elle s'assit de bonne grâce, prenant un livre de contes de fées. L'histoire d'aujourd'hui parle de maman renard qui cueille des raisins, commença-t-elle doucement. Il y avait une tanière de renards dans les montagnes, et Petit Renard pleurait de faim. Maman renard dit rapidement, ne pleure pas, bébé. Maman va aller te cueillir de délicieux raisins. Petit Renard attendit et attendit, mais maman ne revint jamais. Soudain, Petit Renard entendit maman crier, cours, cours. Petit Renard réalisa que des chasseurs étaient arrivés et se mit à courir désespérément. Pamela s'arrêta, la voix chancelante. Elle ne termina pas l'histoire. Épuisée, elle s'endormit appuyée sur le canapé, des larmes coulant sur ses joues et imbibant la page du livre. L'enfant le plus âgé la couvrit doucement d'une couverture. Il savait que c'était l'histoire préférée de Pamela. Chaque fois qu'elle la racontait aux nouveaux enfants, elle pleurait. La véritable fin de l'histoire était que maman renard n'est jamais revenue. Mais un jour, Petit Renard est rentré chez lui et a trouvé une vigne entière. Maman renard avait laissé la vigne là avant d'être attrapée par les chasseurs, et elle avait pris racine et était devenue une vigne luxuriante. Petit Renard a finalement pu manger ses raisins après des années d'attente. Les raisins étaient très sucrés. Petit Renard a crié à la vallée, « Maman, merci ». Même si maman ne pouvait plus entendre, Pamela fit un rêve. Elle rêva de cette nuit pluvieuse d'il y a 12 ans. Pendant 12 ans, le même cauchemar la hanta. Une nuit où sa mère est partie, et elle était impuissante. Mais cette fois, le rêve a changé. Ils sont finalement sortis de cette nuit pluvieuse. La voiture roulait doucement, pas d'accident, pas de meurtre. Le vent de la montagne portait le doux parfum des fleurs. Quand Pamela s'est réveillée, elle s'est retrouvée couverte d'une couverture. Le livre de contes de fées était à moitié ouvert à côté d'elle. Les nouveaux enfants l'entouraient avec impatience. Qu'est-il arrivé ensuite dans l'histoire? Pamela sourit doucement, les yeux brillants de larmes. La fin est. Elle fit une pause, puis continua. Maman renard a ramené les raisins, et elle et Petit Renard ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Quand Pamela quitta l'Académie Q, la tempête s'était arrêtée. Elle aperçut 2 silhouettes au loin. Une jeune fille en longue robe de lin, et un homme en costume. Pamela les reconnut. La jeune fille était Rita, et l'homme, que Rita avait mentionné auparavant, semblait être son frère. Rita s'approcha de Pamela. Tu ne peux plus venir à l'Académie Q. Ta mère adoptive, Amanda, a recueilli beaucoup d'enfants. Si la police finit par te retrouver, tu les impliqueras tous. Pamela garda le silence. Elle savait que Rita avait raison. Après 12 ans de vengeance, elle était de nouveau sans abri. Alors rejoins-nous, dit Rita en tendant la main. Crois-moi, avec ton intelligence, ton calme, ta cruauté et ta détermination, tu seras bientôt l'une de nos meilleures. Qui es-tu? Demanda Pamela, la voix prudente. Nous sommes les charognards, nettoyant discrètement toute la pourriture dans l'obscurité. Rita répondit avec un sourire. Quant au reste, tu l'apprendras avec le temps. Pamela fixa la main de Rita. Finalement, elle tendit la main et la prit. D'accord, je me joins à vous. Le soleil se couchait alors qu'elle marchait côte à côte dans la nuit profonde. Mais Pamela savait que ce n'était pas grave. Demain, le soleil se lèverait à nouveau. Avant de partir,
Je veux que nous comprenions que ce que l'on sème, on le récolte, et que chaque action et chaque choix nous reviendront finalement.